Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2020-07. Alors, nouvelle formule pour cette lettre mélomane qui sera uniquement audio et non pas vidéo. Et il apparaît finalement que la formule audio est plus adaptée à ce genre de prestation. Donc nous allons commencer par un concerto de David Diamond. Alors David Diamond, nous l'avons déjà auditionné pour un concerto pour piano d'intérêt assez médiocre, il faut l'avouer, et le concerto pour flûte que nous allons considérer, donc datant de 1984, un peu plus tardif par rapport au concerto pour piano, n'est guère meilleur à mon sens. Alors, c'est une œuvre harmoniquement qui est très classique, mais qui est tout de même moderne par son orchestration. Moins de dissonance que dans le concerto pour piano. Aucune outrance caractéristique du modernisme, mais ce qui frappe sur l'ensemble, c'est qu'il y a une espèce de volubilité qui, moi, m'apparaît totalement stérile, et puis un rythme perpétuel qui est entretenu. Et cela sans qu'il y ait, à mon avis, la moindre inspiration musicale, c'est-à-dire une sorte de verbiage gratuit qui coule sans interruption. Alors il y a des cadences, notamment dans le premier mouvement, mais à mon avis ces cadences ne haussent pas vraiment l'intérêt musical. Et il n'y a pas vraiment ce qu'on pourrait appeler de la virtuosité au sens positif du terme. Donc aucune étoile pour ce concerto, et je ne vous montre pas l'évaluation continue, qui alors là c'est vraiment l'encéphalogramme plat. Et nous passons à un concerto pour flûte de Luigi Gianella, 1778-1817. Alors c'est une pure découverte, et une très belle découverte. Un concerto sur le plan stylistique qui n'a pas de particularité remarquable. Il n'est pas vraiment dans le style romantique, ni dans le style galant. Il a été probablement écrit au début du 19e, et il se situe dans cette frontière indéfinissable donc, entre le style galant et le style romantique. On peut y déceler notamment, ce qui est intéressant, des traces de thématiques paganiniennes, notamment dans le thème principal qui est absolument magnifique du troisième mouvement. Alors si toutefois on peut rapporter ce tour thématique à Paganini, l'orchestration utilise principalement les cordes, elle est très parcimonieuse mais très efficace, et elle utilise très efficacement, notamment les bois dans le grave. Les épisodes symphoniques, au total, sont tout de même un peu sommaires, mais ils passent très bien, ils sont assez légers. Et c'est la flûte surtout qui communique l'intérêt supérieur de ce concerto, une flûte très virtuose, sans être absolument démonstrative, mais qui traduit de la part du compositeur une maîtrise de l'écriture pour cet instrument qui est absolument éblouissante. Et disons que le compositeur ne donne pas l'impression de forcer outre mesure de son talent, cela paraît comme une expression naturelle de son génie. Et nous en arrivons à Marcel Granjari, 1891-1975, une composition pour harpe, La Fontaine. Alors Granjari, nous l'avions déjà rencontré à propos d'une autre composition pour harpe qui s'intitulait Automne et qui était une belle composition. Et avec La Fontaine ici, eh bien, je pense que Granjari s'est vraiment transcendé. Alors c'est une démonstration absolument magnifique de virtuosité, de musicalité, donc terme vraiment associé dans ce cas-là. Adapté à la harpe et une écriture vraiment très spécifique de la harpe. Un thème principal et un motif secondaire, donc qui sont exposés, qui sont agrémentés par de nombreuses subtilités harmoniques, et c'est ce qui permet de faire passer tout de même une certaine répétitivité du thème principal.
Alors le registre extrême aigu est utilisé et une écriture qui est particulièrement adaptée à l'instrument, notamment par l'exploration des arpèges, évidemment, qui forment une sorte de brouillard en même temps harmonique et mélodique. Alors avec Gianella et Grand Jarry, nous avons abordé les meilleures œuvres de ce mois, et les œuvres qui vont suivre sont, il faut l'avouer, décevantes. Alors c'est le cas assez souvent dans critiquemusicale.com, parce que les compositeurs eh bien, ne sont pas toujours égaux à eux-mêmes, et même, il faut dire, rarement inspirés. Alors c'est le cas pour Liatoshinsky, une symphonie numéro 2 datant de 1936. Alors, nous avons déjà connu Liatoshinsky pour une symphonie qui était également très décevante, un peu dans le même style, et il n'y a que dans son concerto slave que Liatoshinsky s'était montré véritablement d'une inspiration supérieure, très lyrique. Pour la symphonie qui nous occupe, alors c'est une symphonie qui donne une impression d'ensemble de catastrophisme, sans interruption. Mais est-ce que c'est vraiment du lyrisme? Alors une orchestration très complexe, extrêmement dense, où il y a une superposition assez impressionnante des registres instrumentaux, mais trop certainement, puisqu'il ne se dégage pas de lyrisme vraiment convaincant, ni de mélodie, ni d'harmonie vraiment convaincante de cet ensemble. Pas de thématique vraiment affirmée, à part cette atmosphère de catastrophisme qui finit par être très lassante. On notera tout de même dans le premier mouvement des épisodes au corps, donc qui sont assez impressionnants, hein, en particulier un crescendo au corps. Aussi décevant, la symphonie triomphale de Smetana, opus 6, qui date de 1853. Alors, on y retrouve quasiment rien des grandes réussites symphoniques de Smetana, alors en particulier Ma Vaste, bien entendu, mais aussi des belles réussites en pièces pour piano, et aussi son fameux quatuor numéro 1. Alors pour cette symphonie qui nous intéresse, eh bien, il semble qu'elle soit frappée de la même fatalité que les grandes œuvres qui représentent des célébrations officielles. Alors ça va depuis les musiques royales de Handel, la symphonie funèbre et triomphale de Berlioz. Alors toutes ces œuvres qui sont empreintes de solennité semble vouer une sorte de répétitivité, et il semble que la solennité les prive d'imagination et on tombe assez vite dans l'ennui. Alors Smetana n'échappe pas tellement à cette règle. On pourra noter néanmoins quelques bribes de thèmes qui peuvent rappeler Ma Vlaste, mais vraiment très peu. Alors dans le troisième mouvement, et sinon eh bien c'est souvent des suites d'accords qui sont assénées impitoyablement du début à la fin. Alors on peut jeter un coup d'œil sur l'évaluation continue. Alors on voit que finalement c'est encore le premier mouvement qui est le plus intéressant, bien qu'il soit composé de suites d'accords souvent sans imagination extraordinaire. Nous passons à un concerto pour piano de Joseph Wolf. Alors Joseph Wolf, nous l'avons déjà rencontré pour son concerto numéro 5. Alors le concerto numéro 1 est très décevant par rapport au concerto numéro 5, ce qui paraît montrer l'évolution extraordinaire qu'il y a dans l'œuvre de Wolf en comparant le concerto numéro 1 et le concerto numéro 5, qui est vraiment un grand concerto. Les dates de composition sont un peu bizarres parce que pour ce concerto numéro 1 il est noté 1802 et le concerto numéro 5 est noté lui curieusement
antérieur, il est noté de 1799, mais enfin je ne crois pas que les dates de composition des concertos de Joseph Wolf soient vraiment une science exacte. Alors on va considérer, il me semble logiquement, que ce concerto numéro 5 a été écrit beaucoup plus tardivement. Alors quoi qu'il en soit, cette œuvre permet de mesurer l'évolution considérable qu'il y a par rapport au concerto numéro 5. Alors ce premier concerto apparaît vraiment très archaïque, alors que on se trouve, enfin d'après la date, à l'aube du 19e siècle. Alors des formules stéréotypées qui sont pas vraiment galantes mais pseudo-galantes, et surtout ce qui est archaïque à mon avis ici, c'est ce rythme uniforme, fatigant, donc qui finit par tuer toute espèce de lyrisme. Alors malgré cela, eh bien, quelques échappées de temps en temps vers un style un peu plus romantique, notamment dans le premier mouvement, mais tout de même rarement. Alors une orchestration qui est vraiment le point le plus faible, donc très, très pauvre, mais c'est souvent le cas dans ces concertos donc, du début du 19e siècle, où on a des épisodes avec l'utilisation notamment des corps qui est vraiment systématique. Or le piano par lui-même, eh bien, lui est tout de même plus délié, mais sans jamais affirmer de traits virtuoses. Un coup d'œil sur l'évaluation continue, eh bien, on voit, oui, qu'il y a de temps en temps eh bien, des épisodes qui apparaissent plus intéressants dans le premier mouvement, mais aussi dans le troisième mouvement. Voilà pour cette lettre mélomane 2020-07. Merci de m'avoir écouté.